Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On s'est vu hier pour le flop 10 de la semaine, les 10 pires quarterbacks de la semaine. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Le top 10 est toujours en compagnie de Chaba. Salut Chaba, ça va toujours? Ouais, salut Boussa, ça va très bien, toujours la forme. Eh ben c'est super, tu es avec nous pour nous parler du top 10. Alors, juste un petit mot vite fait, tu nous as parlé des Vikings et Chargers hier, donc qui avaient fait quand même des plutôt bonnes performances. Déjà, est-ce que tu aurais un ou les deux ou aucun des deux dans ton top 10 de la semaine? Ouais, je pense c'est peut-être un peu de chauvinisme mal placé, mais j'aurais mis les deux dedans. Pas forcément sur la moitié haute, je pense que les deux entre 5 et 10, j'aurais mis si j'avais fait un top 10 des quarterbacks de cette semaine. Peut-être un peu plus, parce que vu que j'ai pas spécialement réfléchi à à Ouais. faire ce classement-là, mais dans l'idée, je pense que oui, les deux y seraient. Ok, et donc bah pareil qu'hier, hein, je vais te demander ton top 1. Quel est ton meilleur quarterback de la semaine? Donc, pour le coup, j'ai pas eu à hésiter beaucoup, hein. C'est pas un joueur que j'estimais énormément à sa sortie de draft et je pensais pas que c'était un bon bail. Pour le moment, depuis un an, c'est un grand progrès. Cette saison, ça a l'air de partir sur les chapeaux de rouge et mon top 1 de la semaine, c'est Tua Tagovailoa. Et oui, oui, de départ en chapeau de roue, hein, sur des chapeaux de roue plutôt pour les Dolphins, avec toi, oui, oui, bah c'est sûr que cette attaque des Dolphins, elle est impressionnante, quoi. Bon, Complètement. Ça clique bien. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais il y a du progrès dans sa manière de lancer et Mike McDaniel est en train d'élargir le champ des possibles et les choses qu'il fait faire à Tagovailoa depuis un an et la progression est belle. oui, bah je te confirme qu'on y reviendra, hein, pas grand suspense, il est dans le top 10 de la semaine. Allez, on va commencer justement ce top 10 avec 10e position. J'ai placé Joshua Dobbs des Cardinals parce que j'ai un peu tapé dessus les semaines dernières là, puis là fallait quand même souligner que voilà que les Cards ont quand même battu les Cowboys. Alors, je suis pas un grand fan de Joshua Dobbs, mais il a fait, si tu veux, ce qu'on attend de lui et ce que je veux qu'il fasse à Arizona. C'est-à-dire que il a pas pris des risques inconsidérés. Il a 17 sur 21, 189 yards, dont une réception, je crois, de plus de 50 yards du rookie Wilson. Donc, euh, comment dire, il a vraiment joué le rôle de game manager. Il s'est pas affolé et ça, il a bien géré la pression et le match finalement. On lui demande pas d'en faire des caisses. Il a fait ce qu'il avait à faire et bien. Je pense que j'ai pas Ouais, trop grosse chose ouais. d'autre à dire en fait parce que c'est pas voilà, il n'y a pas à déblatérer, je pense, 5000 ans sur la performance offensive des Cards, mais voilà, il a fait le job bien et donc voilà, je l'ai mis en 10e position. Bah, écoute, moi c'est vrai que quand ils ont tradé de cette manière-là pour récupérer Joshua Dobbs, je me suis dit, enfin les gars. Il y a Clayton Tune, que j'aimais bien aussi à l'université. Pour moi, c'était peut-être une gemme un petit diamant, enfin peut-être pas diamant, mais on va dire une gemme à polir un peu pour moi. Mais je trouvais que c'était pas ouf comme choix. Et parce que bon, l'année dernière, on l'avait vu un petit peu chez les Browns, Josh Dobbs. Bon, il n'y avait rien de transcendant. Mais effectivement, là, ça fait depuis le début de cette saison, bah, voilà, comme tu dis, il prend pas trop de risques inconsidérés. Il essaye de temps en temps des choses. Voilà, cette fameuse bombe pour Michael Wilson. Mais globalement, en fait, je pense que c'est pas mal de l'avoir comme ça parce que pour moi c'est une bonne preview de ce que pourrait être l'attaque des Cardinals avec un Kyler Murray parce que Dobbs il court en fait. Avec les Browns l'année dernière il a pas trop fait ça lors de ses apparitions avec les Browns. Mais là effectivement oui il montre qu'il a des jambes, qu'il a
qu'il a de bons instincts, parce qu'il y a quelques fois où on sent que c'est clairement un play qui est designé pour faire de la passe. Et il y va avec ses jambes parce qu'il scanne bien le terrain et il voit que l'opportunité elle est plutôt avec ses jambes qu'avec ses bras. Moi je me dis que si ce genre d'attaque peut marcher avec Joshua Dobbs, ça pourrait très bien marcher avec Kyler Murray. Et Et moi j'ai bien aimé Dobbs, ouais. finalement, peut-être que oui, il y a peut-être eu de ça dans ce trade. Hein. Il y a peut-être eu l'idée de on va préparer à ce qu'on pourrait avoir avec Kyler Murray. Je sais pas trop, puisque je suis relativement peu le foot universitaire, même si j'essaye de m'y mettre de plus en plus. Clayton Tune, quel genre de quarterback c'est? En pré-saison, je l'avais trouvé intéressant et j'aurais préféré en début de saison qu'on le mette lui titulaire, mais bon. Clayton Tune, il était, si je dis pas de bêtises, il était à Houston. En fait, Clayton Tune, si tu veux, bon, c'était pas. Il y avait, pour les quarterbacks, effectivement, il y avait ce top 4, top 3-4 qui avait Oui, bien sûr. Oui. de cette draft. Derrière, en fait, on pouvait classer un petit groupe de QB qui était draftable entre le 3 et le 5e tour, dans lequel il y avait Clayton Tune. Bon, un pocket passeur décent et une bonne mobilité. Voilà, je crois que j'en avais entendu parler dans certains podcasts et lu des articles anglophones dessus qui disaient que Clayton Tune, en fait, c'était le genre de quarterback qui, dans une équipe moyenne ou un peu en reconstruction, pouvait très bien tenir tenir la corde en fait pour être titulaire, un peu comme Davis Smith l'a été en fait chez les Texans. En fait, Ouais. c'est un quarterback qui sait être propre, qui va pas te faire gagner des milliers de yards, mais qui d'un autre côté sait protéger le ballon, sait utiliser un peu ses jambes, arrive à être précis. Alors après bien sûr c'est un rookie du 5e tour qui arrive en NFL, donc effectivement ça peut toujours être très compliqué. Mais globalement c'était quand même un prospect intéressant, je trouve, à aller chercher dans cette range 3-5e tour, quoi. Ok, bon en tout cas c'est Josh Jobs a priori qui a gagné la place au camp et bon moi ces 2 premières semaines il était dans mon flop, les 2 premières semaines je le trouvais pas voilà, il n'avait pas ce supplément et puis même en gestion on a réussi à quand même à bazarder un avantage de 20 points contre les Giants. Mais bon là sur ce match-là il a été très bon. Bon alors c'est vrai que tu parlais de la bombe là sur Michael Wilson. Franchement pour le rater là faut quand même en vouloir hein, parce qu'il est tout seul. Il est absolument tout seul. Mais bon voilà, en tout cas il a réussi à gérer et à ne pas craquer sous la pression et il fait pas trop de bêtises et c'est encourageant. Et cette équipe, bon, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle joue avec le cœur, quoi. Hein, et c'est ce qu'on voit. On sait très bien que voilà, on n'est pas dans une logique de play-off ou de quoi que ce soit du côté des Cards. Ok, allez, on enchaîne. Numéro 9. Numéro 9, j'ai placé ici Kirk Cousins parce que voilà. Alors ça fait 3 semaines de suite qu'il est dans le top 10 alors qu'il perd. Mais ouais, enfin voilà. Bon alors, je sais pas si la logique du match, comment dire, induisait forcément qu'on lui fasse lancer autant parce qu'il a lancé 50 ballons mine de rien. Il a 32 sur 50, 367 yards, 3 touchdowns, une interception. Il a un peu mangé des sacs. Mais voilà, cette attaque, bon, alors on me dira c'est plus facile avec Justin Jefferson, certes, mais on va quand même pas lui reprocher d'avoir des bons receveurs. Moi je trouve qu'il fait le boulot. Il fait le boulot et juste un truc sur lequel je voudrais revenir concernant Kirk Cousins, c'est que on lui a reproché cette gestion en fin de match là avec cette histoire comment dire de perdre un peu de temps dans le huddle là sur les dernières actions là alors que le chrono tourne. Moi, je trouve que c'est pas forcément mal joué parce que je pense que l'idée. Alors, déjà, quand tu es sous la pression comme ça, tu as une idée du temps qui reste, mais peut-être pas à la seconde près. Et je pense que l'idée, c'était aussi de faire un huddle relativement long pour se fixer sur les 4 tentatives potentielles et ensuite avoir potentiellement 4 lancés. À supposer qu'il y ait eu des incomplétions. Bon, ça se finit en interception, mais le ballon, il est dévié 2 fois quand même avant d'être intercepté. Moi, je la mets pas forcément sur Kirk Cousins, cette défaite. Je trouve pas que c'est lui qui perd le match. Moi, je suis d'accord avec toi. Il a bien
fait le boulot. Les stats à la base sont quand même bon. Alors 32 sur 50, c'est vrai que c'est pas folichon. Il y a cette interception qui à la fin effectivement empêche les Vikings de gagner le match. Mais je veux dire, il fait le boulot. Ce qui coûte le match, de toute façon, on le savait. C'était deux équipes où les deux attaques étaient fortes et les deux défenses étaient horribles. Et bah, c'est la défense qui coûte le match, ça, tout simplement. Voilà, c'est pas. Kirk Cousins fait son match. Sinon, c'est pas son meilleur match. Donc effectivement, 9e, c'est pas mal, je trouve, comme positionnement. Et puis ils lui ont quand même fait lancer 50 ballons, alors que et malgré tout, en plus de ça, Mattison a pris quand même 20 portées, quasiment 4 yards et demi et des brouettes par course, quasiment 100 yards au total. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même plus d'alternance que sur les matchs précédents, et pourtant ça n'a pas suffi, donc ça veut bien dire que de l'autre côté du ballon, ça marchait pas. Donc pour moi, il n'est pas du tout pour Kirk Cousins ce match, et pourtant je sais être très dur avec les franchises que je soutiens, mais là non, c'est pas possible de le mettre sur son dos là. Et oui, donc du coup, troisième fois dans le top 10 avec autant de défaites. On espère que le reste de l'équipe suive parce qu'il y a du potentiel chez ces Vikings. Il y a du potentiel. Alors, on continue. Numéro 8, j'ai mis Geno Smith des Seahawks. Match propre. Pas grand chose à dire. Il n'y a pas une opposition dinguissime du côté des Panthers. 23 sur 36, 296 yards, un touchdown, une interception. Voilà, j'ai trouvé qu'il faisait son petit match propre, tranquillou. Ça aurait pu être, bien sûr, ça aurait pu être mieux parce qu'on s'attend toujours à ce que ce soit explosif. Cette attaque des Seahawks, il y a tellement de potentiel à la réception, mais Metcalf fait son match. Cette semaine, la semaine d'avant c'était plutôt Lockett, là c'est plutôt Metcalf. Donc voilà, ils font leur match. Alors on pourrait imaginer un système un peu avec plus de receveurs écartés et qu'on voit un peu plus Smith Njigba, le rookie qu'on n'a pas encore trouvé cette saison. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était solide du côté des Seahawks. Ouais, non, c'est Geno Smith. En fait, je trouvais que c'était un peu compliqué sa première semaine. La deuxième contre les Lions, ça avait été très bonne. Et là, il est ni très bon, ni mauvais. Il est à un niveau correct. Il fait tourner cette attaque proprement, comme tu l'as dit. Et ouais, derrière la défense des Panthers en face, c'est sûr, il y a eu quelques plaquages pour perte, il y a eu quelques QB hits, mais grosso modo, l'attaque je regardais les stats, la défense des Panthers fait que 2 sacs. Donc avec une ligne bien remaniée, Geno Smith, il a quand même su faire fi de la pression, se débarrasser quand il se débarrassait du ballon, ça restait propre. Non, bon match, belle perte de Geno Smith cette semaine. Ouais, voilà, propre. Propre aussi pour le numéro 7 de ce classement, puisque j'ai mis Jared Goff. C'est pareil, un Goff, pas eu besoin d'en faire des caisses. L'attaque des Falcons était tellement pas là que c'est la défense qui a bien fait le boulot, mais lui il a fait ce qu'il avait à faire. 22 sur 33, 243 yards, un touchdown, une interception. Alors ça fait 2 semaines de suite qu'il en lance, ça fait un peu bizarre vu qu'il était en passe de battre le record du nombre de matchs sans interception, enfin du nombre de passes consécutives sans interception plutôt. Mais voilà, il met un touchdown à la course aussi, c'est pas tous les jours. Voilà, pareil, un peu la même chose, hein. J'ai eu un peu de mal là, ce milieu de top, c'est beaucoup de QB qui se ressemblent et qu'on fait un match propre sans être extraordinaire. Ouais, non, c'est ça. Jared Goff, moi, tu vois, que je pouvais pas le blairer aux Rams parce que, bon, sans doute l'atmosphère Sean McVay, tout ça. Et c'est vrai que même si je suis fan des Vikings, les Lions, j'ai toujours un petit affect pour eux, sans doute ce côté de l'éternel perdant, tout Ouais. ça. Puis aussi, il y avait Stafford, et il y a eu Megatron et Stafford, que voilà, j'adorais les deux joueurs. Mais là, j'avoue que Goff, ça marche bien aux Lions. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé intéressant de sa part dans ce match, c'est qu'on avait vu quelques bribes sur les 2 premières semaines, mais vraiment, il a bien exploité son nouveau Titan, Sam Laporta, le rookie d'Iowa. Et c'est quand même 11 fois ciblé, 8 réceptions. Donc vraiment, là, petit à petit, en fait, Jared Goff retrouve ce qu'il avait Avec Hawkinson, ouais. J.J. Hawkinson quand il est arrivé à Détroit.
Et du coup, ça lui donne une option de plus. Il a il a une autre soupape parce qu'il ne peut pas toujours se reposer sur Amon-Ra St. Brown dans les tracés intermédiaires, voire profonds. Non, moi je trouve il a bien mené sa barque. Effectivement, cette interception, il faudrait pas que ça devienne une habitude parce que c'est vrai que, comme tu disais, il a joué énormément d'actions offensives sans rendre le ballon à l'adversaire dans les airs. Mais non, très bon match de Jared Goff, vraiment. J'ai l'impression que la méthode Dan Campbell fonctionne bien avec lui et que ça lui permet de s'éclater un peu, que Jared Goff, c'était quand même devenu très très triste avant qu'il arrive à Détroit. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont tous un capital sympathie, ces Lions. Jared Goff, Dan Campbell, que j'adore comme beaucoup de gens, je pense, puis ce côté en effet Italian loser. Voilà, c'est vrai qu'il y a un capital sympathie qui est franc dans cette équipe. Amon-Ra St. Brown, c'est un super receveur. Non, mais vraiment, moi, ouais, toujours un petit affect, un côté sympa. On aimerait bien les voir réussir un peu ces Lions. Bon, ils sont favoris, c'est rare, hein, ils sont favoris de division. Faudra voir ce que ça donne. Cette division, ça peut vite devenir un peu n'importe quoi, mais si ça continue comme ça, ouais, Jared Goff, en tout cas, ouais, bonne saison et bon match cette semaine. Allez, on enchaîne numéro 6 de ce top de la semaine. J'ai mis Josh Allen. Josh Allen qui a 20 sur 32, 218 yards, un touchdown, une interception, plus un touchdown à la course. Alors, franchement, son interception, elle a aucune influence parce que, comment dire, il tente un truc un peu désespéré et au final, ça donne c'est sur troisième tentative et ça donne à peu près exactement la même chose que s'ils avaient punté. Donc ça n'a pas gros impact. C'est en fin de première mi-temps de mémoire. Et derrière, il fait son match propre face à une défense qui était aux abois, qui a pris l'eau de toutes parts à la réception, à la course. Voilà, il avait eu un match pour se remettre dedans après son premier match kata contre les Jets la semaine dernière face aux Raiders. Ici, il y a à nouveau un adversaire qui n'a pas montré grand-chose, donc petit à petit il se remet dans le rythme et pour lui le grand rendez-vous ce sera dimanche prochain contre les Dolphins. Oui, complètement. Il y a du mieux chez Josh Allen, mais alors oui, c'est sûr, ça fait partie de la palette d'un quarterback, surtout comme Josh Allen, voilà la course. Mais je trouve vraiment que moi, ce qui me gêne chez Josh Allen, et c'est pour ça que, tu vois, moi je trouve ça pas mal de le mettre à cet endroit-là, parce qu'il fait un bon match, mais il a des travers pour moi qui sont agaçants, cette manière de ne pas protéger le ballon quand il court. Quand il court, en fait, il va toujours chercher comme on dit, à baisser l'épaule ou à essayer de s'étirer pour gagner le yard de plus, au lieu de faire comme la plupart des quarterbacks, de slider et de mettre full play sans prendre un plaquage, un truc comme ça. Je trouve qu'il joue un jeu très dangereux et il a un côté très gambler dans sa manière de jouer et ça s'est vu du coup contre les Jets en semaine 1. L'année dernière, il y a beaucoup d'interceptions sur sa fiche aussi à la fin de la saison. Je pense qu'il a un côté très je tente le coup, que ce soit au sol ou des fois dans les passes. Et c'est un peu dommage parce que je pense que vraiment s'il se lissait un petit peu sur ça, il pourrait être encore plus fort, alors qu'il est quand même déjà très bon. Mais ouais, voilà, il fait un match correct. Moi, j'en attends vraiment beaucoup plus de Josh Allen, donc c'est pour ça. Là où tu le places, c'est bien. Il est dans le top, mais il n'est pas non plus trop haut, parce que pour moi, il y a encore des marches à grimper. Oui, voilà, il n'avait pas besoin d'en faire plus non plus, mais c'est vrai que, oui, notamment à la course, il y a ce risque de blessure, on se dit toujours aïe aïe aïe. Mais bon, il est quand même solide et bon, là, je pense que tu fais référence notamment à la fois où il essaie de faire un hurdle, là, il se retrouve dans les airs. Mais bon, il cherche à aller au touchdown finalement, donc est-ce qu'on peut lui reprocher? Mais bon, c'est vrai que moi, si j'étais le head coach, je serrerais un peu les dents et les poings à chaque fois qu'on le voit partir comme ça. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais bon, ça fait partie de son jeu. Moi, je trouve que c'est toujours un joueur qui a une sorte de classe naturelle, quoi, et j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir ce week-end. Alors, je pourrais pas trop le regarder, comment dire, de manière intensive, mais c'est pour la bonne cause parce que je serai au match de Londres entre les Jaguars et les Falcons.
Mais donc j'essaierai de suivre un peu derrière le red zone. Mais en tout cas, ouais, ce Bills Dolphins, il promet énormément, hein. Complètement. Allez, on enchaîne. Numéro 5 de ce top de la semaine. J'ai placé Brock Purdy des Niners. Alors c'est pareil, pas besoin de faire un match sensationnel face à ces Giants. 25 sur 37, 310 yards, 2 touchdowns. Je sais pas, est-ce que c'est ce match-là où il a un touchdown au sol aussi, ou c'était déjà la semaine dernière? Je m'y perds. Je vais retrouver ses stats à la course. Oui, c'était la semaine dernière, pardon. Donc, Ouais. donc, Il manque un milliard à la course sur ce match-là, Purdy. ouais. Mais bon, voilà, pas besoin d'en faire trop. Alors, il y a toujours des petits problèmes de précision, mais bon, il a une telle équipe construite autour de lui, entre la ligne, la course évidemment, avec McCaffrey, le meilleur running back de la ligue, euh, les armes, les outils à la réception. Ayuk qui est pas là, bah, c'est pas grave, j'ai dit Beau Samuel. Non, franchement, voilà, il fait son match propre mais mine de rien, il continue sa série de victoires. C'est impressionnant. Ouais, moi je suis vraiment, je vais être franc, les 49ers est une des franchises que je déteste le plus en NFL. Que ce soit entre l'équipe, la fanbase, tout ça, j'ai beaucoup de mal avec on va dire, l'ambiance 49ers. Brock Purdy, bah ouais, Brock Purdy en fait, mais il fait un match il fait un match propre, correct. Il n'y a pas d'interception, il trouve ses cibles, il a 130 yards sur Deebo Samuel qui est une machine absolue. Pour moi, c'est un des joueurs les plus complets de la ligue, Samuel. C'est juste que voilà, je me dis que bah, si ça avait été Sam Darnold, on n'aurait pas été loin d'avoir exactement la même chose, tellement les skill players autour du quarterback sont forts en fait. Et Donc, moi, oui, c'est ça. oui, il fait des bons matchs, oui, ça gagne. Non, il n'y a pas spécialement d'erreur, mais j'arrive pas à me dire c'est un super QB quand même. Je me dis que c'est tout ce qu'il y a autour qui font que le QB est dans Oui, un oui, bon bien moment. sûr, c'est ça. Mais Et voilà. après, c'est ce que je disais, si c'était si facile, pourquoi tout le monde fait pas le même système que celui de Shanahan, tu vois? Et pourquoi il y a comment dire? Bon, alors, c'est vrai que, comment il s'appelle? Oh, le trou. Trey Lance, pardon. Trey Lance, il a pas eu énormément de temps pour tester le système et voir si ça marchait. Mais bon, en tout cas, ça marche. C'est sûr, je suis pas en train de dire que c'est un talent générationnel et un talent top 5 de la ligue ou même top 10 de la ligue, Brock Purdy. Mais voilà, le principe là, on classe les perfs des QB. Et écoute, il a fait un bon match ici, hein. Il a fait un bon Ah match oui, contre la Giants. en termes de stats, il est là. Hein. Les stats sont là, il perd pas le ballon, il trouve ses cibles. Je veux dire, il a sa place là où il est. Hein. Il fait ce qu'on lui demande et ça tourne bien. Et bon, bah, tant mieux pour lui. Allez, on continue numéro 4. Numéro 4, alors j'avais vraiment envie comment dire, de l'encourager parce que voilà, on essaye toujours de saluer les perfs des rookies. Donc j'ai placé CJ Stroud parce que voilà, il a fait un bon match. Il a gagné voilà, cette victoire surprise complète, hein, de la part des Texans face à Jacksonville. Il y a une connexion qui est en train de se monter avec Tank Dell. Tank Dell qui a 145 yards dans ce match-là. Donc, ouais, c'est CJ Stroud. Il a vraiment fait un super match. Et alors, bon, il y avait de mémoire, il y avait Josh Allen, alors l'autre Josh Allen, le défenseur des Jacks, qui n'était pas là, je crois. Donc cette ligne défensive, elle n'a pas forcément pu mettre énormément de pression, mais il a concédé aucun sac. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est assez intéressant concernant cette Stroud, parce qu'on disait au moment de sa draft que c'était un peu peut-être ce qui pêchait chez lui, c'était cette tendance à paniquer quand la pression arrive. On l'avait vu un peu aussi en pré-saison, où voilà, dès qu'il y avait de la pression, il avait du mal, et là il a beaucoup plus de temps, il a beaucoup mieux géré ça, et il a fait, je trouve, ouais, un grand match, un super match vraiment contre Jacksonville. Ouais,
Ouais, CJ Stroud, là, pour moi c'est son match référence. Mm. C'est un match sur lequel il va pouvoir s'appuyer tout au long de cette saison rookie pour continuer à progresser. Moi, c'était effectivement mon quarterback 1 sur la dernière draft, c'était Bryce Young sur mon board. CJ Stroud, j'aimais bien, mais pour moi, il était un ton en dessous. Et il faut bien avouer que depuis le début de saison, alors c'était très propre sur les premiers matchs, même si ça gagnait pas. Il a un très bon pourcentage de complétion sur troisième down depuis le début de la saison. Il arrivait à être clutch malgré les défaites et le fait que son attaque avançait pas trop. On rappelle qu'il y a énormément de blessés sur la ligne offensive et là il sort un match vraiment c'est clean quoi. Alors Josh Allen était là, mais effectivement vu qu'il était sorti un peu blessé contre les Chiefs la semaine d'avant, c'est possible qu'il soit pas complètement au max. Mais cette défense de Jacksonville, elle est loin d'être mauvaise et pourtant j'ai trouvé que voilà, il gérait bien sa poche. Il a fait il a fait quelques petites courses quand il y avait besoin. Moi, je suis assez impressionné par la sérénité qu'il dégage depuis le début de la saison et j'attendais de voir contre qui il allait sortir le match où on se dit ouais, ok, c'est le deuxième choix de la draft et c'est logique parce que clairement c'est pour ça que les Texans l'ont pris aussi haut et bah voilà, c'est arrivé effectivement comme tu dis. En plus, il trouve cette connexion très intéressante avec Tank Dell dans le jeu aérien qui a pourtant été drafté plus tard et qu'on n'attendait pas forcément pour être un des premiers dépositaires du jeu aérien de Houston. Mais là, vraiment, ouais, chapeau. Chapeau à l'attaque de Houston et à CJ Stroud. C'est bien mérité de le placer assez haut dans le classement, ouais. Moi, je l'avais beaucoup plus haut, Tangdell, sur mon board à moi, et c'est vrai que j'ai été, c'est une sorte de petit chouchou, ouais, et du coup, j'étais curieux de voir ce que ça donnait avec un QB rookie, et cette équipe des Texans, bon, parce que les bookmakers, au début de la saison, les annonçaient deuxième choix de la draft, de la prochaine draft, donc c'était Arizona en 1 et Houston en 2, ce qui nous arrange bien parce qu'on a le choix de Houston l'année prochaine. Moi, je les voyais quand même. Je t'ai dit, attention, les Texans, parce qu'autant à Arizona, premier choix, c'était pas impossible du tout. Mais les Texans, je les voyais plus dans, je sais pas, 8, 9, 10e choix, tu vois. Euh, et bon, ils avaient fait deux matchs un peu compliqués, mais encourageants quand même pour CJ Stroud. Et là, bon, bah, ça peut être un match référence. Ils peuvent vraiment être lancés. Attention, les Texans, je pense pas que ça va pas être les Bears, quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va faire mieux que ce que les gens imaginaient. Bon, et ben on verra ça dans les prochaines semaines. On arrive sur le top 3 de la semaine et numéro 3, et ben le voilà ton deuxième quarterback, j'ai placé Justin Herbert. Parce que 40 sur 47, 405 yards, 3 touchdowns, pas d'interception quand même. Déjà au niveau stats, ça se pose là. Et je trouve que ouais, cette attaque. Alors bon, McWilliams n'est plus là, donc attention, faudra surveiller. C'est vrai que ça l'a handicapé l'année dernière entre McWilliams, Keenan Allen qui n'était pas toujours présent et qui composait avec des receveurs peut-être un peu plus limités, mais là il y a Josh Palmer euh, comment dire, qui se présente bien. Il y a le rookie Quentin Johnston. Euh, Bon, euh, cette attaque je vais y arriver, excusez-moi, des Chargers, elle est toujours aussi efficace, quoi. Ça cartonne et si la défense se remonte un peu au niveau, eh ben, elle va être intéressante cette équipe, intéressante à suivre et dangereuse. Complètement. Complètement. Moi, les Chargers, tu vois, en faisant tous mes power rankings pronostics de début de saison, bah pour moi les Chargers sur mon power ranking global, ça fait hurler plein de gens, mais pour moi ils sont quatrième, pour moi ils vont en finale de conférence en fait les Chargers. Donc là le début de saison, les deux premières défaites, voilà. Mais effectivement ouais, j'en touchais un mot hier en introduction, mais pour moi c'est le meilleur match de début de saison de Justin Herbert. On sent que petit à petit, voilà, on gomme un petit peu les premières imperfections et les errements du premier match, des deux premiers matchs. On s'habitue au cahier de jeu et aux appels de Kellen Moore. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'option Austin Eckler aussi depuis deux matchs, Ouais. qui est,
qui élargit énormément le champ des possibles pour cette attaque des Chargers. Non, aussi par la course, mais oui, vraiment, dans les airs, c'est une option en sortie de backfield qui est ultra précieuse au ciné clair. Pour moi, c'est ouais, avec McCaffrey, il est top 2 des meilleurs coureurs receveurs, on va dire, et potentiellement Bijan Robinson si ça se confirme. Mais cette attaque des Chargers, voilà, ça c'est le potentiel de l'attaque des Chargers. Et puis voilà, pour la blessure de Mike Williams, je me dis que ils ont pas été tant utilisés que ça sur le match de cette semaine 3, mais on a quand même Donald Parham qui marque 2 touchdowns au poste de tight end. On a Gerald Everett, où j'étais pas trop fan de son arrivée l'année dernière, mais au final il fait du boulot aussi au poste de tight end. On a 2 tight ends qui sont complémentaires, qui peuvent aider aussi pour avoir d'autres cibles pour Justin Herbert en cas d'absence de Mike Williams avec sa blessure. Donc ouais, super perf de Justin et de l'attaque des Chargers. C'est en fait ce genre de perf, c'est ce qu'on attend depuis qu'on a vu le potentiel de Justin Herbert sur sa saison rookie, tout simplement. Ouais, c'est sûr, entre son bras canon, ses receveurs qui peuvent être présents sur tous les types de lancers. Et c'est vrai qu'Ekeler il manque, il manque beaucoup, mine de rien, un coureur c'est aussi important pour le QB. Moi il me manque énormément aussi parce que je l'ai en fantasy et que j'attends qu'il revienne. Mais je crois qu'il est prévu de revenir, il est questionable encore, mais peut-être qu'il aura un rôle plus limité cette semaine, mais en tout cas il semblerait qu'il puisse être sur le terrain. Et oui, ça, c'est sûr que ça va encore accroître cette attaque des Chargers. Et faudrait que la défense se mette au niveau parce que c'est vrai qu'il y a du talent quand même dans cette défense. Et avec une défense au niveau, peut-être pas 4e, mais je suis pas loin de penser que ouais, les Chargers peuvent faire un beau run en playoff. Allez, on continue. On continue numéro 2 de ce top, pardon, on va y arriver. Numéro 2 du top 10 de la semaine, j'ai mis Patrick Mahomes. Voilà, il monte en régime, tranquille. Il avait un match lui aussi pour après un match qui avait été un peu compliqué, la défaite face aux Lions, le match face aux Jaguars qui n'avait pas été très très beau des deux côtés. Là, il avait un match parfait et il a fait un match parfait. Voilà, il a fait ce qu'il sait faire. Il a distribué à droite, à gauche. Évidemment, il s'appuie sur Travis Kelce qui est de retour et ça fait énormément de bien. Ça donne une fiche de, je l'ai là, 24 sur 33, 272 yards et 3 touchdowns. Non, vraiment, ouais, pareil, match parfait. Match parfait face à une opposition limitée, mais match parfait de la part de Patoche, Patrick Mahomes. Ouais, complètement. Mahomes nous a fait du Mahomes sur ce match. Il est déjà rentré. On est en semaine 3. Il est déjà sous rythme de croisière sur son meilleur niveau. Il est là, il distribue, il fait les courses qu'il faut, il fait les choix qu'il faut. Encore une fois, à l'image de des fois, on se dit certains quarterbacks n'existent que parce qu'ils ont une grosse cible, ou essayent d'exister, beaucoup Jimmy Garoppolo. Mais Mahomes, en fait, ses cibles, à part Kelce, il n'a pas de grosses cibles. C'est un groupe de receveurs qu'avec des receveurs 2-3. Il n'y a pas le receveur numéro 1, c'est Travis Kelce. Et il touche quand même un nombre de cibles à chaque fois. Il touche entre 8 et 10 cibles par match. Mahomes, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est... Ouais, vas-y. C'est fou. Il arrive à bonifier un groupe de receveurs qui est moyen plus, on va dire, très jeune en plus, et on s'en étonne même plus en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que oui, d'accord, il a toujours eu des bonnes attaques, mais l'année dernière il gagne un Super Bowl avec une attaque qui est largement sur le papier, largement en dessous de ce qu'il avait pu connaître avant. Et ouais, il est trop fort. S'il n'a pas le numéro 1 de la semaine, c'est pour d'autres raisons. Mais je veux dire, Mahomes, il est parfait encore cette semaine. En plus, 24 sur 33, le ratio de complétion, il est costaud. Je vois son QB rating 127.3, c'est beaucoup. Ah oui, non mais voilà. Très très propre. Il touche. Là, j'étais en train de regarder. Il y a 10 cibles sur ça. Enfin, il en touche 10. Il y en a qui visent, qu'il n'a pas. Un ballon lancé sur Justin Ross, que j'aimerais bien revoir un petit peu plus utilisé d'ailleurs.
Et on se disait, après la première semaine, on avait dit, ah, est-ce que finalement, s'il n'y a pas Kelsey, eh ben, ils sont en galère parce que les receveurs n'avaient pas fait un bon match. Mais Mahomes, c'est vraiment un quarterback qui peut bonifier n'importe qui. Et on l'a vu avec Juju Smith-Schuster l'année dernière. Moi, je pense que Marquez Valdez-Scantling peut être ce receveur justement, comment dire, un petit peu bonifié par Mahomes, qui serait numéro 2, 3 ailleurs, mais qui peut jouer le rôle d'un numéro 1 ici. Un bis, parce que forcément le 1, évidemment, c'est Kelsey. Voilà, il vise les rookies aussi. Rashee Rice fait 5 réceptions, 59 yards. Non, ouais, il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Voilà. Il est trop fort, mais il a de la concurrence cette année pour le titre de MVP parce qu'il y en a un qui fait un début de saison sensationnel. C'est le numéro 1 de la semaine encore, Tua Tagovailoa. Bah ouais, tu peux pas faire autrement, quoi. Il y a 70 points, quoi. En plus, je crois que c'est 70 points de l'attaque de mémoire de la part des Dolphins, il me semble. Il y a 3 turnovers qui sont convertis en touchdown, il y a 21 points qui sont pas du fait de l'attaque, mais de la défense Dolphins, donc ça laisse quand même, bon, ça laisse Ouais. 49 points, donc 7 touchdowns. Hein. Il y en a qui, alors, c'est beaucoup de touchdowns des coureurs, mais c'est 49 points où les drives sont menés. Oui, de 20 mais mètres voilà, sur me Tagovailoa. mettre, il commence à un truc du genre, enfin, à la fin il finit à 23 sur 26, et c'est genre, à un moment il était à 11 sur 11, enfin, il est en train de... Il joue pas dans les cartons en plus. Ouais, mais en fait il est en train de faire exactement ce que les Dolphins ont voulu faire avec lui, c'est-à-dire que moi je me rappelle très bien, il y avait un moment où on commençait à se dire, ah toi, est-ce que bon bah allez, c'est sa dernière chance, là cette fois on lui a mis une ligne, on lui a mis des receveurs, donc c'est vraiment sa dernière chance de se montrer. L'année dernière il était très bon, il est presque dans la discussion pour être MVP, puis il y a eu ce problème de blessure, et là en fait il fait exactement et même mieux que ce qu'on attendait, quoi. Il fait un début de saison tonitruant. Alors il a tout qui marche autour de lui, et lui il est très bon en plus. Ouais, c'est un peu le constat ouais, pour cette équipe de Miami. Et en plus de ça, il y a 200 yards au sol par le rookie Devon Achane. Enfin, le match offensif de Miami, c'est n'importe quoi au niveau des stats. Mais effectivement, voilà, je le disais un petit peu en préambule, mais toi, Tagovailoa, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que cette saison, en fait, on élargit un petit peu ce qu'on lui fait faire. L'année dernière, c'est vrai que c'était beaucoup de passes dans une fenêtre de 5-15 yards, où il s'est montré précis et il étendait des fois sur des passes de 20-25, mais il y avait moins de grandes bombes qui étaient tentées. Cette année, voilà. L'année dernière, le but pour Mike McDaniel aussi, c'était quand même sa première année en tant qu'head coach, donc c'était aussi de lui prendre ses marques d'aller d'imposer sa patte, de mettre Tua à l'aise dans ce système. Et cette saison, bah voilà, une fois que tu as bien pris les bases du système, le but c'est d'approfondir et d'aller plus loin. Et là, cette année, bah, ça va plus loin, quoi. Je veux dire, il y a des passes où il va chercher vraiment voilà, sa plus longue passe, elle est à 54 yards. On n'en voyait quasiment pas l'année dernière, des comme ça. Puis il a vraiment du monde qui peut aller chercher, les ballons dans la profondeur. Évidemment, Tyreek Hill, Jalen Waddle quand il est là, effectivement, qui était pas là pour commotion cette semaine, parce qu'avec Waddle, qu'est-ce que ça aurait été ce match il a le très polyvalent et assez mésestimé, je trouve, Braxton Berrios, Ouais. qui traîne toujours pour faire un big play en dehors de ses retours de coup de pied, bien sûr, où là il est excellent. Mais dans le jeu classique en attaque, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Ouais, c'est un joueur que je trouvais. Il y a les Titans, je trouve que Smite fait une saison, un début de saison super intéressant, alors que moi, au top poste de Titans, je les trouvais perdus, les Dolphins, vu qu'ils n'avaient plus Gesicki. Enfin, il y a tout qui clique dans cette attaque des Dolphins. Et effectivement, moi, je les avais pas mis dans mes prétendants du tout pour cette saison, parce que bon, je me suis dit, voilà, c'est Tua, il va prendre une commotion à un moment ou à un autre. Je me suis dit, ils n'ont pas de Titan, le jeu au sol l'année dernière, c'était pas fou, tout peut pas reposer sur Illy Waddle, et pourtant, cette année, ça fait du très bon boulot. On va dire, je mange un peu mon chapeau là-dessus, mais non, c'est énorme ce qui se passe du côté de Miami. Et puis c'est quand même un régal à regarder en plus. Non seulement c'est clinique, mais des fois c'est pas terrible pour l'œil du spectateur, mais moi qui suis pas pour les Dolphins, regarder les résumés, les longs résumés, les longs formats sur leur match, c'est un plaisir, quoi. C'est pour regarder. Ouais, non, mais c'est clair que
Moi, j'en parlais hier. Je parlais avec un copain qui me disait qu'il jetait un œil de temps en temps, sans plus, à la NFL. Et je lui ai justement dit, bah tiens, si tu veux, t'as pas d'équipe particulièrement que tu suis, jette un coup d'œil à Miami cette année, quoi. Parce que ouais, c'est un régal, c'est un régal. Il y a Raheem Mostert qui prend 7 réceptions pour 60 yards aussi. Tu parlais des receveurs, donc même les coureurs s'y mettent. Non, il fait tout bien, il fait tout bien. Et franchement, pour l'instant, et on est qu'en semaine 3, hein, il y a évidemment personne qui lui conteste le titre de MVP au niveau des quarterbacks, même si bon, il faudra voir Mahomes s'il confirme et qu'il est toujours aussi bon qu'il l'a été sur le match précédent. Des fois en saison régulière, il y a des matchs où il passe un peu à côté. Au niveau des quarterbacks, parce que finalement, je me dis s'il y a quelqu'un qui doit lui contester le titre de MVP, pour l'instant, c'est peut-être Christian McCaffrey finalement. Pour une fois, on pourrait avoir quelqu'un, enfin, et Jefferson Après, continue à enchaîner 150 yards par match, mais ouais, on pourrait avoir des non-quarterbacks et, dans la discussion, ce qui serait étonnant. et Tyreek Hill finalement. Euh, Ah oui, s'il continue aussi, parce qu'il a quasiment 300 yards en 3 matchs, je crois, Tyreek Hill sur le match d'avant, en semaine 2, il touche pas tant le ballon que ça, mais overall, après, wow. Après, méfiance, hein, parce que moi je me rappelle la saison, je crois que c'était de la saison 2021, où on se disait, c'était la saison où Jonathan Taylor fait une saison de mammouth. Bon, alors ça se finit avec le fait que les Colts passent pas à la dernière journée en playoff. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais pour moi cette année-là, on l'avait donné à Rodgers et c'était un peu de manière un peu au rabais, quoi. Et je m'étais dit, mais finalement, il n'y a jamais un non-quarterback qui aura le titre de MVP, c'est pas possible. Il faut renommer ce truc-là et en faire le titre de meilleur quarterback de l'année parce que voilà, Rodgers avait été propre, mais pas non plus à ce point sensationnel. Bon, l'an dernier, Mahomes le méritait, il n'y a pas de problème. Mais bon, cette année, en tout cas, voilà, faudra voir. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que si toi baisse pas de régime, euh, McCaffrey est exceptionnel, mais toi, ouais. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est juste parfait. Il fait un début de saison qui ressemble énormément à celui de l'année dernière, mais en mieux. Alors c'était déjà très très bon l'année dernière jusqu'à sa commotion. Donc ouais, bah écoute, pas grand chose à dire à part bah bien joué quoi. Ouais, bravo. C'est s'incliner là. Et franchement, ce match contre les Bills, ça peut être quelque chose qui part dans tous les sens. Parce que cette défense des Dolphins, finalement, elle laisse quand même. Elle encaisse quand même au niveau des yards pas mal, quoi. On l'a vu notamment dans le match face aux Chargers. Euh, donc, ouais, franchement, ça peut être un truc qui part dans tous les sens, ce Bills Dolphins. Ou alors, ça peut être un truc où justement les défenses vont être très resserrées et essayer de se méfier. Mais le problème des Dolphins, c'est quand, je sais pas, si tu mets deux joueurs sur Tyreek Hill, bah t'as Waddle à côté, Berrios qui en cap, tu as dit, les running backs qui en cap, Cracraft qui fait un bon début de saison aussi. Non, franchement, je sais pas s'il est toujours là, mais il y a un joueur que j'aimais beaucoup qui avait été signé par les Dolphins et qu'on n'a quasiment pas vu utiliser, c'est Cedric Wilson. Euh, J'aimais beaucoup ce joueur quand il était à Dallas. Et l'an dernier, on l'a quasiment pas vu utiliser. Oui, il est toujours dans l'effectif a priori. Bon, mais voilà, en tout cas, il y a un potentiel, quoi. Il y a un potentiel dingue chez cette équipe des Dolphins. Bon, et ben à suivre, hein, à suivre. On verra si Tua confirme. On va espérer une chose, c'est qu'il se blesse pas, parce que ce serait dommage vraiment de perdre un joueur de cette qualité. Ce serait dommage pour les fans de foot. Voilà, j'en parlais, Wake, l'invité que j'avais sur la semaine 1, me disait, donc lui était fan des Patriots, et il me disait que même lui, il espère évidemment que les Dolphins baissent de régime, mais pas à cause d'une blessure, quoi. Euh, Bien sûr. Surtout, voilà, qu'il y avait un potentiel très inquiétant concernant Tua Tagovailoa. Bon, écoute, on va le suivre en tout cas, on est vigilant sur lui. Pour l'instant, c'est le QB numéro 1, il n'y a pas de problème. Je pense il commence à faire l'unanimité un peu de partout. Et ben merci en tout cas, Shabbat, d'avoir été avec moi sur ces 2 épisodes.
Avec grand plaisir, c'était très sympa. Bah écoute, on se retrouvera peut-être dans un futur épisode. Je relance un appel à tout le monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner vos avis. C'est ça qui va faire vivre la chaîne, hein. Vous voyez, j'essaye de faire une chaîne participative. Le but, c'est que n'importe qui, que vous ayez de l'expérience ou pas en matière de podcast, en matière de FootUS, du moment que vous aimez ça, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien, sur les périodes de vacances scolaires, faire des émissions un peu plus grosses avec plusieurs intervenants. Mais pour ça, faut qu'il y ait un public, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis plutôt satisfait au niveau des vues. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent, mais j'ai peu de commentaires. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de venir, n'hésitez pas non plus. Merci encore Chabat d'avoir été avec moi et on se retrouve nous la semaine prochaine pour le flop 10 et le top 10. Ce sera de la semaine 4 de NFL. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye tout le monde.